C'était Slimane et Shabha qui cultivaient Tigzran et ramassaient les figues. Cela avait été décidé dès la première saison, quand Amar s'était rendu compte qu'il ne pouvait plus se remettre à piocher ou labourer. Slimane était un bon fellah, comme feu son père. La propriété d'Amar ne pouvait tomber en de meilleures mains. Shabha le secondait bien, au point que Kamouma reconnut elle-même qu'elle ne faisait pas mieux lorsqu'elle était jeune. Un jour, Amar et Madame firent une surprise aux deux fellahs. Ils allèrent les trouver à Tigzran. C'était par une belle journée de labour. Tigzran avait changé d'aspect. La terre venait d'être remuée pour la deuxième fois dans la saison. C'était beau à regarder. Les deux pans de la propriété traversés par un ruisselet luisaient comme un cœur gorgé de sang. Ce cœur était serti de cactus serrés et vigoureux, dont la ligne s'arrondissait vers le haut et se bouclait en pointe vers le bas. On pouvait y pénétrer par un petit sentier qui vous menait juste au bord du ruisseau, qui longeait ensuite à l'intérieur du champ. Au milieu de Tigzran, baignant leurs racines dans l'eau, les oranges formaient un bosquet presque noir. Les orangers étaient en fleurs et sentaient bon. Au pied de l'un d'eux, Slimane avait élevé un petit gourbi couvert de chaume où il mettait son fourrage. Il y avait une placette bien battue. Et Shabha, il lavait du linge au moment où les visiteurs arrivèrent. Slimane était en haut du champ et allait finir de labourer. Viens tracer le dernier sillon parisien, dit Slimane. Pourquoi pas? Il posa son burnous, se débarrassa de sa gandora et monta vers Slimane, s'enfonçant jusqu'aux chevilles dans la terre meuble et nette qu'il hésitait un peu à fouler. Avance sans crainte, tu ne fais pas de mal à la terre. C'est tellement propre et bien fait, tu es vraiment très fort. Les bœufs aussi, viens voir. Amar saisit le boncheron rugueux dans sa main grasse, un peu molle. Il était ému et n'osait pas élever la voix. Marie et Shabha le regardaient amusés. Vas-y, marche simplement, sans te crisper. Non, appuie. Tu penches trop la charrue. Voilà, c'est ça. Oh, les bœufs sont magnifiques. Ils t'apprennent le métier. Tu n'as qu'à les suivre. Mais pendant ce temps, lui-même suivait et veillait. Les deux femmes purent admirer son assurance lorsqu'au bout du sillon, il reprit la charrue pour le retour. Les bœufs furent tout d'un coup plus à l'aise. Le bras de Slimane, qui se confondait avec le mancheron, semblait fait du même bois que la charrue. Il formait comme une pièce supplémentaire destinée simplement à donner plus de poids sur le soc. Il n'y avait aucun mouvement inutile. Les bœufs allaient de confiance. Une petite secousse leur fit comprendre qu'il fallait passer encore une fois sous le figuier. Lorsque Slimane planta tout droit son aiguillon dans la terre et qu'il arracha posément le soc enfoui, il n'eut pas besoin de parler. Ils comprirent que c'était fini.
et s'arrêtèrent pour attendre qu'il dételât. Les bœufs libérés dévalèrent vers le ruisseau. Ils étaient altérés. Shabha abandonna son linge et courut au-devant des bêtes pour les empêcher de boire. Elle les ramena vers la placette, tout contre le gourbi, tandis que madame apeurée cherchait à se mettre à l'abri. Tout le monde se trouva rassemblé là. Shabha jeta aux bœufs 2 brassées de fourrage sur lesquelles elle versa plusieurs poignées de glands. Elle leur parlait et les caressait. Il la connaissait aussi. C'était une belle paire, toute blanche, 2 bêtes nerveuses et pourtant bien musclées, pas très grandes, absolument semblables. Une paire de bagues, dit-elle fièrement en regardant les Parisiens. Vois-tu, madame, leurs longs cils, leurs cornes bien fines et bien recourbées? Ils sont pleins de grâce, n'est-ce pas? On nous les envie dans le village. Et bien dressés, ajoute Slimane. Ils n'ont pas besoin qu'on les mène par l'oreille. J'attelle le droitier, le gaucher vient de lui-même se placer sous le joug. La gandoura de femme ne les effarouche pas. Quand je leur change la litière, je passe sous leur ventre. Ils me connaissent. Ils ont mangé dans ma main. Et les animaux, tu sais, madame, ce n'est pas comme nous. Ils ne mordent jamais la main qui les nourrit ou qui les caresse. Madame ne répondit rien, mais admira le bon sens de Shabha et comprit aussi pour la première fois pourquoi on peut s'attacher non seulement à des chats, des chiens ou des serins en cage, mais aussi à des grands bœufs dangereusement encornés. Surtout à de grands bœufs, car les Kabyles ne s'attachent ni aux petits chiens, ni aux serins, mais aux bœufs. Les bœufs peinent pour que vive la famille. Ils engraissent pour qu'on les vende avec bénéfice. Les fellahs aiment leurs bœufs et les gâtent. L'homme, la femme, les garçons disent « Notre père » s'occupe de leur père en parlant avec amour et orgueil. Les bœufs ont des colliers tressés par les filles. Les garçons les mènent boire à la meilleure source, leur trouvent le meilleur endroit pour paître. L'homme, à la charrue, ne ménage ni sa science ni ses muscles. Il se réserve loyalement sa part d'effort. Il n'est tranquille que lorsqu'il se juge plus fatigué que ses bêtes. Alors il est sûr de les avoir ménagés et il est content. La mère veille sur leur nourriture. À la maison, on ne leur laisse aucun répit. Se lève la nuit pour tâter leur crèche. Nos femmes et nos hommes ont tous l'amour des bœufs. Shabha et Slimane aussi, peut-être davantage, comme s'ils avaient chacun un excédent d'affection non utilisé. Le champ était bien travaillé, certes. Il le renvoyait après sa toilette, comme une personne bien rasée qui se prépare à la noce. Une noce de printemps fleurie. Les figuiers, qui avaient été taillés l'hiver, faisaient jaillir des pousses vigoureuses, bien brunes. Certains rejets avaient une dizaine de feuilles larges, d'un vert sombre, le vert de santé, alors qu'auparavant, il était pâle, presque jaune. Au-dessus de chaque feuille, un petit renflement, un gros grain de couscous, comme nous disons, promettait la figue de juillet. On ne voyait plus aucun moignon en détresse, aucune brèche dans les cactus.
Les orangers étaient touffus, le vieux chêne couronné semblait décidé à revivre. Les cerisiers, qui eux aussi avaient été un peu abandonnés, mais qui avaient souffert davantage à cause de la fragilité de leurs branches et de leurs fruits précoces volés par les bergers, paraissaient heureux et rassurés. Leurs petites cerises effaçaient déjà leur vert tendre, devenaient claires sous les feuilles, se hâtaient de mûrir. Il y a des signes qui ne trompent pas, qui sont évidents, mais qu'on ne peut pas expliquer. C'est l'accord entre les gens et la glèbe. Amar sentait cet accord parfait entre Tigzran d'un côté, Shabha et Slimane de l'autre. Peut-être qu'eux-mêmes s'en apercevaient point. Peut-être songeait-il aussi qu'à la place de Slimane, il aurait été bien reçu. Pourtant, il avait l'impression que ni lui, ni Hussein, son cousin, ne faisaient l'affaire de Tigzran. Notre terre est modeste, elle aime et paie en secret. Elle reconnaît tout de suite les siens, ceux qui sont faits pour elle et pour qui elle est faite. Ce n'est pas seulement les mains blanches qu'elle repousse, ni les paresseux ou les chétifs, mais toutes les mains mercenaires qui veulent la forcer sans l'aimer. Il n'y a qu'à voir la pitié des champs que les riches font travailler par des journaliers. Elle ne veut même pas de mains qui prétendent l'embellir. Elle n'a que faire d'allées bien droites et ratissées, de fleurs étrangères, de clôtures rectilignes avec barrières de menuisier. Sa beauté, il faut la découvrir, et pour cela, il faut l'aimer.